Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans Et si on parlait de sport, l'émission exclusivement consacrée au sport que nous avons le plaisir de vous présenter avec Pauline Gaston-Gondut. Bonjour Pauline. Bonjour Laurent. Nos invités, Daniel Rousseau, président du comité départemental d'athlétisme de Haute-Garonne. Bonjour Daniel. Bonjour Laurent. Et Kyrian Vallée, athlète de haut niveau national en marche athlétique pour parler d'athlétisme. Bonjour Kyrian. Bonjour Laurent. Richard Salle, secrétaire du comité départemental de cyclotourisme et président du club de Blagnac. Bonjour Richard. Bonjour Laurent. Serge Pérussel, trésorier du club Les Amis Randonneurs Braxiens pour parler cyclotourisme. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Au sommaire, Pauline. Oui, au sommaire, nous tenterons dans un premier temps de décrypter avec nos spécialistes le plus grand événement sportif de l'histoire de la Hongrie, auquel participent des athlètes de plus de 200 pays et dont l'actualité touchera plus d'1 milliard de personnes à travers le monde. Les 19e championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent actuellement du 19 au 27 août 2023 à Budapest, en Hongrie. Et en deuxième mi-temps, nous vous proposerons de prendre vos vélos de randonnée pour une présentation du cyclotourisme à Haute-Garonne et plus particulièrement une randonnée VTT, la 27e boucle Brax-Bouconne, organisée le dimanche 10 septembre. Mais tout de suite, dans l'avant-match, les résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport? Avant-match. Alors les principaux résultats sportifs de la semaine et on commence avec cette Coupe du Monde de football féminine. En finale de la Coupe du Monde supérieurement technique et tactiquement, l'Espagne a fait chuter l'Angleterre pour s'offrir son premier titre de championne du monde à Sydney, 1-0. Pour la troisième place, c'est la Suède qui finit troisième pour la 4e fois de l'histoire de la Coupe du Monde féminine en dominant l'Australie 2-0, pays hôte à Brisbane. En football toujours avec le Paris Saint-Germain qui est venu avec un match accroché à Toulouse. Une semaine après avoir été tenu en échec au Parc des Princes par Lorient, le PSG a laissé filer 2 points à Toulouse. Toulouse compte 2 fois plus de points que le Paris Saint-Germain après 2 journées. Une jolie performance. En équitation, les championnats d'Europe de concours complet du haras du Pin en France. Revenu de très loin après un dressage passable, l'équipe de France, très soudée, a frôlé l'argent mais assure le bronze au championnat d'Europe. Et en tir, il y a eu les mondiaux à Bakou en Azerbaïdjan. En carabine 10 mètres par équipe mixte, les Français Océane Muller et Romain Auffrère ont remporté la médaille de bronze aux mondiaux de tir à Bakou. Et en basket, Pauline, match préparation pour la Coupe du Monde, 6e victoire en autant de matchs pour l'équipe de France qui a dominé le Japon jeudi à Tokyo, 88-70. Dimanche, par contre, les Bleus ont terminé leur préparation pour le mondial par une défaite contre l'Australie, 74-78. Ça s'est joué vraiment dans les dernières secondes. En triathlon, test event de Paris, la Britannique Beth Porter prive la Française Cassandre Beaugrand de victoire au test event de Paris. L'autre Française, Emma Lombardi, 4e. Chez les hommes, c'est le Britannique Alexis qui remporte le test event de triathlon. Les Français Dorian Conens, Pierre Lecor et Léo Bergère ont terminé respectivement 3e, 4e et 5e. Et au test event, il y avait aussi le paratriathlon. Le quintuple champion du monde de paratriathlon, Alexis Ankenkan, a remporté samedi dans la catégorie PTS 4 l'épreuve servant de préparation pour les Jeux de Paris, transformée en compétition de duathlon, vu que la course de natation ayant été annulée à cause de la mauvaise qualité de l'eau de la Seine. Et en moto GP, le Grand Prix d'Autriche, un ton au-dessus de tous ses adversaires, Francesco Bagnaia a aisément remporté le Grand Prix d'Autriche et continue de creuser l'écart au championnat. Les 2 pilotes français n'ont, eux, jamais pu se sortir de l'intense lutte en milieu de peloton. Fabio Quartararo a pris la 8e place et Johan Zarco la 13e. Eh oui, pas de chance pour nos 2 champions, toujours un peu à chercher leur marque dans ce championnat de MotoGP. On passe en volleyball et on avait reçu il n'y a pas longtemps l'entraîneur adjoint qui doit être heureux de ce qui se passe avec leur fille actuellement à l'Euro féminin. Les Bleus ont réussi leur Euro après ces victoires contre l'Estonie 3-0 et l'Espagne 3-2. L'équipe de France féminine de volley s'est quasiment assuré une place en 8e de finale de l'Euro en dominant 3 manches la Finlande, 25-22, 25-22, 25-14 ce dimanche à Tallinn. En tournoi amical, par contre, l'équipe de France s'est inclinée 3-0 face à l'Italie pour son premier match du Mémorial Wagner à Cracovie. Tournoi amical à 4 sur une invitation de la Pologne. Et en rugby, Laurent, la France a joué son 3e test match avant la Coupe du Monde. Un 15 de France remanié s'impose face aux Fidji. Le 3e test de préparation mondiale remporté par les Bleus 34-17.
samedi à la Beaujoire de Nantes. Et oui, donc on va avoir maintenant la liste, comme l'avait promis Galtier. Et oui, Fabien Galtier a officiellement annoncé ce lundi la liste des 33 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde du 8 septembre au 28 octobre prochain avec le 15 de France. Parmi eux, les piliers gauche Cyril Baye, Jean-Baptiste Gros, Reda Wardi, les piliers droits Dorian Aldeguerri, Winnie Antonio et Sipili Falatea. Les talonneurs Pierre Bourgarit, Julien Marchand, Pito Movoka seront de la partie. Il y aura aussi les deuxièmes lignes Thibaut Flamand, Romain Taofi-Fenois, Paul Willemse et Cameron Woki. Les troisièmes lignes sélectionnées sont Grégory Aldrit, Paul Boudehent, François Cross, Anthony Gelonge, Sekou Makalou et Charles Olivon. Ensuite, en demi de mêlée, nous retrouverons Baptiste Couillou, Antoine Dupont, le capitaine de ce 15 de France, et Maxime Lucu. Les demi d'ouverture, Antoine Astoy et Mathieu Jalibert. Les centres présents à la Coupe du Monde seront Jonathan Danty, Gaël Ficou, Yoram Moefana et Arthur Vincent. Les ailiers, Louis Biel-Biarré, Damien Penaud et Gabin Villiers. Et enfin les arrières, Melvin Jaminet et Thomas Ramos. Voilà, une belle équipe et on espère qu'ils vont aller loin dans cette compétition. On est bien sûr derrière eux. Dernier point sur ces résultats, l'athlétisme, et on va en parler avec nos invités dans quelques instants. Les mondiaux d'athlétisme de Budapest, à 1 an des Jeux Olympiques de Paris. La pression est forte pour l'équipe de France qui se présente en nombre pour ces mondiaux qui ont débuté vendredi dernier et se poursuivent jusqu'à dimanche 27 août. Avec de minces espoirs quand même de médailles, avec une volonté de hausser le ton après plusieurs compétitions ratées. Depuis 4 ans, le nombre infime de podiums internationaux, 3 aux mondiaux 2019, 1 aux JO 2021, 1 et aux mondiaux 2022, 9 à l'Euro 2022 et plus encore de médailles, une seule avec Kevin Mayer aux mondiaux 2022 a dégradé durablement la place de la France dans la hiérarchie mondiale. Pas de médaille ce week-end, mais une bonne dynamique observée parmi la délégation avec notamment une très belle place au relais 4x400. Zoya, Bélocian, Kawi, Maté, les hurdlers français, tous les 3 qualifiés pour les demi-finales du 110 mètres haies. Ou encore la performance de Yann Schrub, 9e sur le 10 000 mètres et premier européen. Je ne peux pas tout vous citer, mais il y a plein de compétitions encore à venir, plein de résultats. On espère enfin des médailles dans ce championnat du monde. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec nos invités, Daniel Rousseau et Kyria Vallée. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et voilà, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport avec nos invités, Daniel Rousseau, président du comité départemental d'athlétisme de Haute-Garonne, et Kyrian Vallée, athlète de niveau national en marche athlétique. Bonjour Daniel. Bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous aider à décrypter les 19e championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent en ce moment à Budapest en Hongrie. Daniel, pendant 8 jours, la capitale hongroise et les amoureux d'athlétisme vont pouvoir vibrer au rythme des championnats du monde 2023. 49 épreuves au total vont réunir plus de 2000 athlètes originaires de 200 pays jusqu'au 27 août. Quel regard portes-tu sur ce championnat du monde d'athlétisme à 1 an des Jeux Olympiques à Paris ? C'est intéressant parce que c'est quand même un point intermédiaire avant les Jeux Olympiques. Déjà, on ne sait pas exactement combien on aura de qualifiés aux Jeux Olympiques et c'est aussi une occasion de se qualifier. C'est peut-être aussi pour ça qu'on envoie plus de monde, 2 fois plus que la dernière fois. Ouais, pour chercher des quotas, c'est ça ? Chercher des quotas, oui, voilà. 72 athlètes ont été sélectionnés pour défendre les couleurs de l'équipe de France. Parmi eux, 49 engagés sur une épreuve individuelle. C'est une sélection plus nombreuse que lors des précédentes éditions de Championnat du Monde. Un commentaire sur cette liste de sélectionnés ? Oui, mais c'est exactement ce qu'on attendait du fait qu'on essaie d'avoir un maximum de monde qualifié pour les Jeux Olympiques. Et c'est une occasion d'en avoir grâce à ce que le WA appelle le ranking. C'est une technique de qualification, c'est-à-dire que ceux qui participent à des compétitions très importantes marquent plus de points que les autres. Alors, on en parlait un petit peu hors antenne, comme on dit. Qu'est-ce qui explique un peu la difficulté qu'on a ? Alors, bien sûr, le niveau a monté partout, les pays travaillent aussi, mais pourquoi la France n'arrive plus à accrocher des médailles ? Alors, je dirais pas qu'elle n'arrive plus. Je dirais qu'elle n'arrive pas. Parce que pendant très longtemps, on a touché très très peu de médailles. On a eu une période relativement courte, finalement, depuis 2003. Et les quelques années qui ont suivi, on a eu de très bons résultats. Et maintenant, on repart avec des plus jeunes qui essaient de reprendre le flambeau, en quelque sorte. Et on espère que ça va mieux réussir de nouveau.
Mais on n'a jamais été une nation vraiment sportive, en fait. On parle de nouvelle génération, pourtant. C'est ce Là, qu'on maintenant, entend. c'est une nouvelle génération, mais ils sont encore jeunes. Parce Alors, que l'athlétisme... les carrières en athlétisme sont quand même plus longues qu'en gymnastique, par exemple, ou en natation. Alors l'athlétisme qui est quand même l'épreuve phare aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire que sur notre sol, on a des espoirs quand même pour Paris. On l'espère, oui. Il y a déjà, par exemple, Kevin Mayer, il va être presque vieux pour les Jeux Olympiques, donc il faudra bien qu'il y ait quelqu'un pour prendre la suite. On a vu que Renaud Lavillenie, il s'est fait dépasser maintenant par Duplantis. On le sait, il le savait d'avance d'ailleurs. On n'a pas des carrières très très longues dans ce domaine-là, et c'est pour ça qu'il faut avoir un renouveau perpétuel. Et donc il faut compter sur les jeunes qui se forment. On le voit par exemple sur les haies, où il y a quand même à l'heure actuelle un très fort niveau sur les haies. On a vu que finalement celui qui était le plus fort jusqu'à présent n'est même pas dans la sélection cette année. Kyrian, quel regard tu portes toi sur ce qui se passe en ce moment sur ces championnats du monde? De mon côté, moi je vois ça d'un point de vue athlète. Donc j'ai pas tout à fait le même point de vue que Daniel, même si y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Déjà, je suis d'accord avec Daniel sur le fait que c'est un point intermédiaire à un an des Jeux Olympiques de Paris. La fédération a fait un effort cette année sur le nombre d'athlètes dans la délégation. Pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais l'an dernier, il y a quand même eu une forte mobilisation après l'annonce de la sélection pour les championnats du monde à Eugene, et qui a été entendu très rapidement par un nombre beaucoup plus important d'athlètes sélectionnés sur les championnats d'Europe qui avaient lieu à Munich, il me semble, un mois après. On sent bien que la fédération prend en compte un minimum le fait qu'il y ait les Jeux Olympiques dans un an en France. Et justement, Kyrian, en tant qu'athlète, quand on voit cette sélection et les Jeux Olympiques en point de mire sur le sol français, est-ce qu'on n'a pas les jambes qui frémissent ? Moi, à mon niveau, c'est une utopie. C'est un rêve absolu. Je sais qu'aujourd'hui, avec mon niveau actuel, il est impossible que je sois à Paris en 2024. C'est aussi ça le sport, hein, c'est savoir se placer et savoir où on est dans le, comme disait tout à l'heure Daniel, le ranking national, le ranking mondial, et ne pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Et si je me trompe pas, t'es passé du saut de haie au demi-fond pour finalement en finir à la marche. Pourquoi ? Alors, c'est vrai que mon parcours est un peu atypique. J'ai commencé dans des catégories jeunes, benjamin, minime, où on touche un peu à tout. Et il est vrai que dans les catégories jeunes, les haies sont assez basses. Et vu que j'étais quand même assez grand pour mon âge, je passais les haies très facilement. Sauf qu'à un moment donné, les haies m'ont rattrapé. Et quand on arrive dans les catégories plus élevées, c'est quand même 1m06 la hauteur des seniors. Et bon, ça devient quelque chose de très technique. Ce sont des disciplines qui sont hyper techniques. Mais voilà. Donc après, voilà. C'était trop fatigant de sauter et de courir, donc tu as décidé de marcher, non ? Ça devenait technique. Et puis j'étais peut-être pas le plus doué en termes de motricité à cet âge-là. Mais du coup, je me suis orienté vers le demi-fond avec les copains. Puis après, c'est un effet de groupe, etc. Et puis un peu par dépannage, je me suis mis à la marche. Et puis un jour, j'ai décidé de me lancer dans une aventure. Et puis voilà où j'en suis aujourd'hui. Daniel, combien d'athlètes de notre région ont été retenus en sélection pour ces championnats du monde ? Moi, je n'en connais que 3. Hein. Benjamin Robert, Djilali Bedrani et Hilary Pacha. C'est les seuls du département. Après, de la région, il y en a davantage, puisque Kevin Mayer fait partie dans notre région, Campion. Qui est-ce qu'il y a encore ? Il y a Esther Turpin du côté du Tarn. Oui, aussi. Voilà, il y a aussi Célia Perron qui malheureusement n'a pas été sélectionnée, mais parce qu'elle a été blessée avant la sélection, donc du coup elle n'a pas fait partie de la sélection, mais elle aurait certainement été. Et après, de tête, j'en ai pas d'autres. Et l'athlétisme est un sport qui englobe un large éventail d'épreuves. En quelques mots, Daniel, est-ce que tu peux nous les présenter ? Alors, déjà, un peu de pédagogie. Il y a tout ce qui est saut, avec le saut en longueur, le saut et le triple saut, qui sont les 2 sauts horizontaux. Ensuite, les sauts verticaux en hauteur et à la perche. Donc ça, c'est les 4 sauts. Il y a les 4 lancers, pareil, avec le lancer de poids, le lancer de disque de marteau et le lancer de javelot. Et puis toutes les courses, alors là, ça va du 50 mètres en salle
Jusqu'aux épreuves extrêmes, des courses de 48 heures ou des choses comme ça, où il existe des championnats du monde aussi. Mais c'est pas en même temps que ceux qu'on voit en ce moment à Budapest. Budapest, la course la plus longue, c'est le marathon. Et on a, bien sûr, ne pas oublier l'épreuve de marche. Et les épreuves de marche, bien entendu, voilà. Ça fait partie intégrante. Alors ça, c'est les épreuves les plus compétitives. Ensuite, il y a aussi d'autres épreuves de marche, la marche nordique, par exemple. Il existe des compétitions de marche nordique aussi. Et puis, il existe d'autres spécialités qui ne donnent pas forcément lieu à compétition, qui sont des spécialités qui permettent d'entretenir sa santé. Par exemple, des exercices qui ressemblent un peu à ce qu'on fait dans les salles de musculation et tout ça, mais à partir d'exercices d'athlétisme. Et tout ça, c'est pas ce qu'on apprenait à l'époque, à un certain temps, au moins ces quatre disciplines finalement. Ah oui, on a beaucoup vu ça, moi de mon temps, j'étais peut-être un peu vieux, je sais pas. Mais, non, pas du tout. C'est vrai qu'on pratiquait ça dans les cours d'éducation physique carrément, alors que maintenant on fait de l'éducation physique sans sport, quoi. Alors c'est là où on a perdu nos athlètes finalement, parce qu'on les entraîne plus à l'école. Oui. Alors déjà, lorsqu'on parle d'athlétisme, par exemple, tout le monde faisait l'athlétisme à l'époque. Maintenant, on peut faire du badminton, on peut faire de tout, ce qui est très bien. Hein. Je dis pas qu'il faut faire que de l'athlétisme. C'est pas parce que. Non, mais c'était la base. On va dire que la base élémentaire. L'athlétisme est beaucoup moins pratiqué et souvent pratiqué sous des formes beaucoup plus rébarbatives. Je vois par exemple les épreuves du bac. Lorsqu'on vous demande de courir 3 fois 500 mètres à la même vitesse, ça n'a plus rien à voir avec la compétition où on fait un 1500 mètres à fond. Kyrian, tu as un avis par rapport à ça, par rapport à cette éducation sportive à l'école, on va dire ? Alors moi je suis arrivé à l'athlétisme par le cadre familial, on va dire. J'ai suivi mes parents et mes frères et sœurs, mais beaucoup à mon époque arrivaient par le UNSS, parce qu'il y avait l'association sportive dans les collèges, dans les lycées. Aujourd'hui, de plus en plus, ça se perd et c'est dommage. Pour moi, c'est une vraie perte. Et comme disait Daniel à l'instant, pour moi, l'athlétisme, c'est la base de tous les sports. C'est courir, sauter, lancer et marcher, bien évidemment. Mais même sur un terrain de foot, alors effectivement, on ne va pas marcher de manière athlétique ou avec des bâtons. Mais à un moment donné, il y a des temps de récupération forcément. Un footballeur, il va courir, il va faire des appuis à droite, des appuis à gauche, il va sauter pour faire une tête, il va lancer pour faire une touche. C'est vraiment les bases qu'on retrouve dans tous les sports. Voilà. Mais il y a aussi des moments de récupération où certains joueurs sont critiqués parce que mais oui, lui, sur le terrain, il fait que marcher. Mais bon, à un moment donné, il se déplace aussi et puis il fait quand même partie du jeu, quoi. Donc c'est pour ça. Pour moi, l'athlétisme, c'est très dommage que ça disparaisse des cours d'éducation physique et sportive dans le scolaire, ou que ça soit moins appuyé qu'auparavant, parce qu'une disparition totale, je suis pas sûr non plus. Je connais des professeurs de PS qui y tiennent encore, mais voilà, c'est plus comme avant. En espérant que tu seras entendu pour la suite. Et concrètement, Daniel, comment est organisé de l'athlétisme au niveau du département ? Au niveau du département, il y a des clubs. On est à 24 ou 25 clubs à l'heure actuelle. Et on est en période intermédiaire, c'est pour ça que je dis je suis à cheval sur les deux, parce qu'il y en a qui sont en cours de création. Et peut-être qu'il y en aura aussi qui vont s'arrêter, malheureusement, ça arrive chaque année. Mais on est de plus en plus nombreux quand même en nombre de clubs. En Haute-Garonne, on est aussi de plus en plus nombreux en nombre licenciés, puisque moi je me souviens en 2003, on était environ 1800 licenciés, on est près de 6000 maintenant. Voilà, donc il y a quand même une évolution de ce sport. C'est un sport qui se diversifie de plus en plus, donc les clubs sont aussi de plus en plus divers, parce que tous les clubs ne font pas tout dans l'athlétisme. Par exemple, pour faire de la marche, il n'y a que 2-3 clubs qui pratiquent vraiment la marche en compétition. La marche nordique, on en fait beaucoup plus, puisque ça s'adresse à un public beaucoup plus large. Et le sport classique, disons ceux qu'on voit à Budapest par exemple, ça s'adresse souvent à des clientèles plus jeunes, disons. Voilà, parce qu'on voit, nous, depuis nos plus jeunes athlètes ont 4 ans,
De 4 à 6 ans, d'ailleurs, ils ne font pas du tout de compétition. Et ensuite, progressivement, ça progresse. Et puis, il y a des championnats master avec des gens qui ont plus de 100 ans. Alors, plus généralement, justement, quelles sont les grandes lignes de développement de l'athlétisme sur le plan départemental, voire éventuellement régional, mais surtout départemental, puisque c'est ta partie? Alors, sur le niveau départemental, on essaie d'être dans tous les domaines que propose la fédération. Déjà, on essaie de proposer un championnat qui correspond à tous les championnats, à tous les titres de championnat de France. On essaie d'avoir la même chose. Si on n'a pas d'athlète, évidemment, il n'y a pas de championnat cette fois-là. Mais c'est rare quand même. En général, on arrive à être dans tous les domaines. Et donc, on essaie de promouvoir la formation des entraîneurs et tout. C'est-à-dire, c'est pas nous qui formons. Souvent, ce sont des gens qui viennent d'un peu partout. Mais en fonction des besoins des clubs, c'est eux qui dirigent tout ça. On fait former des gens pour encadrer. Et ensuite, ça, c'est un de nos rôles. Notre second rôle, c'est de proposer un calendrier de compétition ou d'animation, d'organisation de manifestations en général, qui s'adresse à tous nos publics. Kyrian, un dernier mot sur l'athlétisme. Ton souhait, justement, on parlait de l'école tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à l'espoir que tu as du développement de ce sport ? Mais moi, dans le meilleur des mondes, j'aimerais bien que tout le monde pratique l'athlétisme, parce que l'athlétisme, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu la base de tout et de tous les sports. Voilà, mais bon, après, bien évidemment, aujourd'hui, comme disait Daniel tout à l'heure, et c'est très bien que les gens aillent voir aussi ce qui se passe ailleurs. Hein. Faut pas non plus tout cloisonner. Très souvent, il y en a qui sont à l'athlétisme, qui partent voir d'autres sports, puis qui reviennent, ou l'inverse, où l'athlétisme n'est qu'un point de passage. Le plus important, c'est que chacun s'amuse, chacun prenne du plaisir, à titre loisir ou compétitif. Ce que disait Daniel tout à l'heure, certes, il est vrai que le nombre de licenciés augmente chaque année, mais pas forcément le nombre de compétiteurs. C'est là où le bas blesse, et c'est peut-être là où aussi le problème des médailles, on en revient à l'actualité. C'est parce que, à un moment donné, comme disait Pierre de Coubertin, pour avoir des médailles, il faut de la masse. Mais quand la masse diminue, forcément, c'est beaucoup plus difficile de tout mettre sur un cheval. Et voilà, c'est parce que si ça passe, ça passe, et si ça passe pas, et puis on n'a pas d'autre. C'est-à-dire qu'il faut vouloir aller la chercher aussi, c'est-à-dire que réinjecter cette mentalité de gagnant, de battant, quoi. Mais en fait, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société qui a évolué, et où l'aspect compétition, à proprement parler, tel qu'il était il y a 20, 30 ou 40 ans en arrière, n'est plus d'actualité, et on est aujourd'hui sur du dépassement de soi, finir un marathon, peu importe le chrono. Aller faire un ultra trail, peu importe le chrono. Il n'y a plus l'aspect vraiment compétition à titre chronométrique, à titre de médaille, etc. Ça se perd de plus en plus, et on est vraiment sur un challenge personnel. On est vraiment plus centré sur soi-même, et si les gens veulent ça, c'est comme ça, mais il faut aussi pouvoir proposer quelque chose pour les ramener à la compétition, si on veut des médailles dans les grands championnats et aux Jeux Olympiques. Alors souhaitons justement que ces Jeux Olympiques à Paris permettent de redonner cette motivation pour nos jeunes générations qui arrivent. Merci pour vos témoignages et vos analyses pour ces championnats du monde d'athlétisme et l'éclairage sur l'athlétisme. Merci à tous les deux. Bonne continuation pour le développement de la discipline, et vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Place maintenant à la chronique sport et professionnalisation avec Yannick Morel. Et si on parlait de sport, la chronique. Et on retrouve une nouvelle chronique sport et professionnalisation avec Yannick Morel, qui est directeur du Profession Sport Animation. Bonjour Yannick, désolé. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, tu es là pour nous parler d'une autre activité que Profession Sport Animation propose, qui est le centre de ressources et d'information pour les bénévoles pour accompagner les associations sportives. Oui, tout à fait. Effectivement, dans le cadre de l'accompagnement aux associations que procure Profession Sport Animation, on a cette activité qui est le CRIB, Centre de ressources et d'information des bénévoles, qui est un label d'ailleurs d'État, dispositif de l'État, mis en place depuis 2003 d'ailleurs, et on a ce label depuis 2003, et on accompagne donc les bénévoles associatifs sur toutes les questions qu'ils peuvent se poser, que ce soit sur la matière comptable, administrative, financière, l'emploi bien évidemment aussi, et tout sujet auquel on pourrait apporter des réponses. Et par ailleurs,
Si on n'a pas les réponses, on est capable de les chercher pour les leur donner, pour pas les laisser désemparés. Votre fonction, justement, c'est ça, c'est d'accompagner, de guider. C'est ça, en fait, les bénévoles peuvent nous solliciter, que ce soit par téléphone, par internet, par mail, par maintenant même à la visioconférence, puisque c'est à la mode, pour nous poser toutes leurs questions et nous rencontrer pour dire voilà où je veux monter une association aussi. C'est avant même la création de l'association, ça peut être des porteurs de projets qui nous demandent comment monter une association, dans quel cadre, etc., etc. Voire après, derrière, dans l'accompagnement du développement de l'association sur tous les sujets que je viens d'évoquer précédemment. Ok, donc quelles sont les thématiques où vous pouvez justement apporter un appui considérable pour ces personnes qui se montent en association? Alors du coup, sur la vie et l'organisation de la vie associative, de toute façon, ça soit par les statuts, l'Assemblée générale, tout autre sujet. Ça peut être l'emploi et les ressources humaines, parce qu'évidemment, au-delà du bénévolat, aujourd'hui, les associations se professionnalisent, donc elles ont besoin de recruter, elles ont besoin d'être accompagnées sur le recrutement, mais aussi sur la gestion des salariés. Après, évidemment... Petite dédicace à lesportrecrute.fr de la plateforme, où vous faites aussi ce lien, du coup. Tout à fait, également, effectivement, ils retrouveront toutes les offres du milieu associatif sur notre bourse de l'emploi. Qui dit emploi dit aussi peut-être nécessairement un peu d'argent pour le payer, donc les recherches de financement, l'accompagnement sur les différentes sources existantes. Du coup, dit financement, dit comptabilité, comment on gère aussi une association, comment on gère l'emploi aussi, parce que c'est aussi de la comptabilité. Et puis après, évidemment, il y a aussi toute la partie numérique communication, où on est d'ailleurs point d'appui au numérique, qui est aussi un autre dispositif d'État pour lequel on est labellisé, ou pour lequel Thibaut Vergne, qui a déjà fait des interventions dans vos émissions, qui anime cette partie numérique et communication, où on accompagne les associations et les bénévoles sur leurs projets numériques, comment communiquer auprès de leurs adhérents par tous les réseaux sociaux et tout autre dispositif existant maintenant. Super, donc c'est vraiment tout vaste, c'est vraiment le projet de A à Z en fait, c'est pas uniquement sur... Et donc par rapport au domaine d'intervention... Alors après, on intervient soit de gré à gré, en fonction de soit un pour un, c'est-à-dire une structure qui nous sollicite, ils nous rencontrent, on voit avec eux, soit on fait des réunions d'information, soit on fait des formations aussi, on est intervenant dans des formations de divers organismes, que ce soit le comité départemental olympique et sportif, ou les fédérations sportives, ou même dans le milieu de l'animation, auprès des fédérations d'animation, où on peut apporter notre connaissance et nos compétences. Un chiffre peut-être, Yannick, à nous donner sur le nombre peut-être de structures que vous avez pu accompagner en 2022 ? Oui, effectivement. Alors en 2022, on a accompagné plus de 550 associations ou porteurs de projets ou personnes ayant des questions. Donc ça représente un volume assez important qui d'ailleurs ne va pas se démentir sur 2023 où on a même une augmentation assez importante. Super, merci. Alors où peut-on vous retrouver du coup ? Alors, on peut nous retrouver très facilement en tapant sur Internet PSA 31, Profession Sport Animation 31 sinon. Vous retrouverez sur notre site Internet toutes les informations liées à cette activité et aux autres d'ailleurs au passage. Et par ailleurs, vous pouvez aussi nous appeler directement au téléphone au 05 62 24 19 00. Super, merci beaucoup Yannick, à très bientôt. À très bientôt, merci. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler cyclotourisme avec nos invités Richard Salle, secrétaire du comité départemental de cyclotourisme et président du club de cyclotourisme de Blagnac, et Serge Pérussel, trésorier du club Les Amis Randonneurs Braxéens. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps.
Retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec nos invités Richard Salle, secrétaire du comité départemental de cyclotourisme et président du club de Blagnac, et Serge Pérussel, trésorier du club Les Amis Randonneurs Braxéens. Rebonjour. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous faire découvrir la pratique du cyclotourisme en Haute-Garonne et nous présenter la 27e boucle Brax-Bouconne, autrement dit dans votre jargon de cyclotourisme, la BBB. Avant d'enfourcher nos vélos pour parcourir la forêt de Bouconne, Richard, tu es secrétaire du comité départemental de cyclotourisme et pratiquant toi-même. Peux-tu nous présenter la discipline ? La discipline, en fait, c'est une application du vélo d'une façon, je dirais, ludique, sympathique. Ce n'est pas, je dirais, une compétition. On n'a pas du tout l'esprit de compétition dans la fédération. Ça invite, je dirais, au voyage, à la culture. C'est, je pense, les trois triptyques de cette pratique, c'est-à-dire voyage, culture, sport. Tu m'as parlé aussi dans ce développement, on va aller un peu plus loin, tu m'as parlé de gravel et ça m'a interrogé. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? On en reparlera tout à l'heure de la suite du cyclotourisme, mais ça me titille un petit peu. Alors tu peux nous expliquer un peu ce que... Ça m'a interrogé. Oui. Bon, le gravel, en fait, c'est une discipline qui est assez nouvelle, qui a commencé aux États-Unis parce qu'ils se sont rendus compte que pour aller de la côte est à la côte ouest, c'était compliqué. Il n'y avait que de grandes routes et il fallait passer un peu à l'extérieur. Il y avait bien les VTT, mais les VTT avaient le désavantage de ne pas bien rouler, je dirais. Donc le gravel, en fait, c'est une façon de rouler qui permet de rouler à la fois sur de la route, à la fois sur du gravier, à la fois donc du hors-chemin, ça passe dans les sous-bois, ça passe à peu près partout. Voilà, c'est le but du gravel. Le gravel, c'est en fait, on s'affranchit un peu de la route. Donc c'est un vélo spécial qu'on trouve un petit peu partout ? Oui, ce sont des vélos assez simples, je dirais, qu'on trouve à peu près partout. On a une position sur ces vélos qui est intermédiaire entre la position route, qui est quand même assez couchée, je dirais, et la position VTC qui est plutôt droite. Là, c'est une position intermédiaire qui permet de ne pas trop se fatiguer, les épaules en particulier. Et vous avez là-dessus des transmissions qui permettent de passer quasiment partout. Alors, le cyclotourisme, j'ai lu, c'est une activité de loisir qui est éloignée de toute pratique compétitive. C'est le mariage entre votre vélo et vos vacances. C'est le voyage et les randonnées au grand air. Vous vous encombrez plus de moteur, vous ne polluez plus la planète. Vous roulez cheveux au vent, vous admirez les paysages comme vous n'avez jamais fait jusqu'alors. Les voyages à vélo, nous en sommes sûrs, sont l'avenir. Est-ce que ça correspond à votre vision du cyclotourisme ? Ah, tout à fait, c'est une vision, je ne sais pas où vous l'avez trouvée, mais elle est très bien. C'est tout à fait cette façon de faire. Chaque fois qu'on part, moi, je pense que mon collègue à côté doit être dans la même vision. On part le matin et puis on se dit on va aller à tel endroit, on va voir, tiens, il y a ça qui a changé, et ainsi de suite. On redécouvre à chaque fois les petites routes et ainsi de suite. Et c'est vrai que beaucoup de gens maintenant, on le voit de plus en plus, et d'ailleurs il commence à y avoir des structures, je dirais, de transport en parallèle au vélo et au cyclotourisme qui sont en train de se mettre en route de façon à pouvoir le permettre sur toute la France et même dans le monde entier. Vous voyez maintenant que, par exemple, la SNCF a commencé à mettre des vélos dans les trains, entre 6 à 8 vélos par train, par wagon, pardon. C'est une énorme avancée parce que vous voyez des familles qui partent avec des vélos et s'ils se retrouvent à leur arrivée et qu'ils ne puissent pas revenir à leur point de départ en train ou autre moyen, ça peut être, c'est clivant. Oui, ils ne font pas toujours des boucles en fait. Ah non, on ne fait pas toujours des boucles, non. Et alors, une question quand même, on parle de cyclotourisme, il y a différents styles de vélos, d'après ce que j'ai compris, il y a ceux qui sont sur des vélos un peu plus route, d'autres un peu plus du VTT, non ? Comment vous gérez ça ? Comment ça se passe ? La plupart du temps, je dirais que c'est ce qu'on appelle, quand vous partez en randonnée, vous achetez ce qu'on appelle une randonneuse. C'est-à-dire c'est un vélo de style route, c'est-à-dire que les guidons ressemblent à des vélos route, même si le guidon peut se changer en tout un tas de styles de vélo. Et vous partez avec vos sacoches. Avec vos sacoches, vous avez dedans de quoi vous changer, vous avez à manger. Si vous voulez, ça on pourrait presque dire c'est une application du vélo de route que vous voyez autour de France, mais c'est pas voilà, nous on a nos porte-bagages. Oui, j'allais dire, ils n'ont pas de porte-bagages autour de non, ils n'ont pas de porte-bagages. Ils peuvent pas en mettre. Nous on trouve des vélos où on peut en mettre. Et
Ensuite, il y a aussi certains, je dirais, ils reprennent des VTT sur lesquels ils mettent à nouveau des porte-bagages. C'est un peu plus confortable puisque les roues les pneus sont plus gros. Mais voilà, c'est tout. Y a pas... Déjà, c'est une question de plaisir, de choix ou... Ah, c'est une question de choix, tout à fait. D'accord. Et au milieu, vous avez les gravels qui arrivent. Parce que vous avez les gravels, vous partez en gravel, mais comme vous partez loin, et que le gravel, vous pouvez très bien y mettre des sacoches. Si vous voulez, vous n'en mettez pas, et vous mettez ce qu'on appelle des poches, et ça s'appelle du bike packing. Alors là, c'est une autre façon de transporter. Là, c'est une façon de transporter, ce n'est pas une façon de rouler. Et là, vous pouvez aller, vous traverser la France sans problème. Et quels conseils peut-on donner aux personnes qui souhaitent débuter le cyclotourisme ? Le cyclotourisme, vous pouvez très bien, alors... le faire dans votre coin, ou alors ce que vous faites, vous venez voir un club. On a 44 clubs sur la Haute-Garonne. Prenez rendez-vous avec eux. Ils vont regarder, vous allez venir avec un vélo. Bon, ils vont le regarder, ils vont vous dire, oui, il est adapté, il n'est pas adapté. Vous allez, dans nos clubs, vous pouvez venir, vous pouvez faire 3 sorties sans aucun problème. Après, on a un problème d'assurance, comme pas mal de choses. Donc, il va vous falloir adhérer au club. Mais si vous voulez, on va vous amener petit à petit avec votre vélo, à l'adapter, et ensuite vous allez pouvoir, je dirais, partir de votre côté si vous voulez, continuer à rouler en club, vous entraîner entre guillemets en club pour prendre la bonne façon de rouler, parce qu'on va vous regarder faire, on va dire là, tu t'appuies trop fort, c'est pas normal. Et voilà, si vous voulez, le club va vous aider à progresser sur votre façon de rouler. Et puis un jour, vous partirez peut-être avec toute votre famille en vacances, rien qu'à vélo. Alors justement, faites-nous rêver. Quel genre de parcours vous proposez en général ? Qu'est-ce qui fait qu'on va se mettre, je vais monter sur mon vélo, je vais partir ? Comment attirer, donner cette envie, cette passion que vous avez à aller, je monte sur mon vélo, j'y vais ? Il existe des festivals de vélo, festivals de voyage à vélo, où les gens vous présentent des films qu'ils ont tournés lors de leur voyage. Et là, c'est très intéressant parce qu'ils vous montrent ce qu'ils ont vu. Ils vous montrent comment ils y sont allés. Et ça, c'est un sacré levier que les gens se disent, au lieu de prendre la voiture, l'an prochain, je vais prendre le vélo. Puis ici, on est à Toulouse. On a une chose qui traverse Toulouse de part en part, ça s'appelle le canal du Midi. C'est relativement plat, c'est relativement protégé du soleil, du vent aussi. Et vous pouvez partir le long du canal, vous allez voir, vous allez vous éclater, je dirais, à regarder tout ce qu'il y a autour, même sortir du canal, aller voir tous les petits villages autour. Quand on est resté au bout du canal, on fait comment pour revenir ? Soit vous reprenez le train, donc j'en ai parlé tout à l'heure, soit vous repartez dans l'autre sens carrément, il n'y a pas de souci, vous pouvez... Bon, on va essayer de tester ça, hein, Pauline ? On va monter sur nos vélos, on va se descendre le long du canal du Midi. On va faire ça. Merci beaucoup pour cet échange, Richard. Bien évidemment, on a aussi avec nous Serge. Serge, tu es cyclotourisme et en plus d'être organisateur pour le club Les Amis Randonneurs Braxéens de la BBB. Peux-tu nous expliquer ? Nous organisons chaque année depuis plusieurs années, donc c'est la 27e cette année, boucle Brax-Bouconne. Donc nous avons la chance d'être en périphérie de la forêt de Bouconne. Donc cette activité est plutôt VTT que vélotourisme. Donc nous partons de la salle polyvalente de la salle des fêtes de Brax et nous avons accès directement à la forêt de Bouconne. Donc nous organisons 3 boucles, une boucle de 42 km avec 420 mètres de dénivelé, une boucle de 30 km avec 180 mètres de dénivelé et une boucle de 11 km avec 70 mètres de dénivelé. Il faut un entraînement particulier pour se lancer là-dedans, non ? Comment ça se passe ? Ça dépend de votre entraînement. Vous pouvez faire soit la boucle de 42 km, soit pour la boucle de 11 km. Ça se fait très bien avec des familles entières. Nous avons des participants qui viennent en famille et qui font avec des enfants même, font la petite boucle. Donc chacun à son niveau peut faire en fonction de la distance qu'il choisit. Alors comment ça se passe ? On a envie de participer. Donc la date c'était le 10, c'est ça ? C'est le 10 septembre. C'est le 10 septembre. Vous venez le matin à la salle des fêtes de Brax et vous vous inscrivez. Alors si vous êtes membre de la FFCT ou que vous êtes braxéen, c'est gratuit. Si vous participez avec une autre fédération,
À ce moment-là, nous vous demanderons une participation de 3 €. Et puis, si vous n'êtes pas affilié, nous vous demanderons une participation de 7 €. Et nous organisons donc un ravitaillement dès le départ, à mi-parcours au milieu de la forêt de Bouconne, et puis à l'arrivée. On risque pas de se perdre, c'est balisé, Non, c'est très bien organisé. C'est très bien balisé, avec des couleurs différentes en fonction du circuit que vous choisissez. Le départ et l'arrivée sont communs, et après, dans la forêt, en fonction de votre niveau, on vous dirige dans une direction ou dans une autre. Pas des compétences particulières, on peut se lancer comme ça, même si on n'a pas de la pratique de cyclotourisme, on peut y aller comme ça, on peut oser venir. Il faut un VTT. Parce que, ah oui, là on fait un VTT. Donc là déjà c'est cyclé VTT, d'accord. Oui, c'est cyclé VTT. Pas venir avec son vélo de course, ça marchera pas. Non, ça marchera pas. D'accord. Donc là c'est familial aussi, d'après ce que j'ai compris. Oui. C'était la boucle de 11 km s'adresse aux familles. Et combien de personnes vous attendez à peu près ? Ça va dépendre un peu du temps. Les années où il a fait beau, nous avons eu jusqu'à 200 personnes. Les années où il faisait peut-être un petit peu moins beau. Là, s'il fait très très chaud, vous allez faire comment ? En 10 septembre, on a le temps de se... Vous avez programmé, c'est bon, tout est organisé, la température, tout est prévu. Non, pas encore, on espère. Donc, au niveau de l'équipe d'organisation, comment ça se passe ? Vous êtes toute une équipe avec vous ? Comment ça s'organise ? Alors, la veille, les membres du club sont répartis les différents circuits par groupe de 2. Nous allons tracer les circuits. Et le jour même, une partie des gens du club font la réception des participants. D'autres vont dans la forêt pour le ravitaillement. D'autres font des tours pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Un repérage de terrain qui est fait, etc. Oui, c'est déjà fait. Alors, vous parlez de randonnée, donc c'est intéressant de savoir celle-ci, vous l'aviez bien présentée, mais j'ai un peu les questions que je pose un peu à tous les deux, mais globalement, tout au long de l'année, il y a aussi ce type de choses que vous proposez à travers les clubs. Comment ça se passe ? Je ne sais pas, l'un ou l'autre, comme vous voulez. Nous, au niveau de notre club, nous organisons des sorties donc toutes les semaines pour s'entraîner un peu. Et puis, nous organisons également une fois par mois ce qu'on appelle un TGV. Ah, ça m'intéresse. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose Moi, il y a le G qui m'intéresse là-dedans, mais vas-y. C'est tourisme, gastronomie, vélo. Donc, celui-là, il est intéressant. C'est intéressant. Vas-y, explique un peu plus. Nous faisons à peu près 80 km à vélo dans les Pyrénées. Ça, c'est plus compliqué. Ou dans le Gers, où nous visitons des centres touristiques. Et puis, nous prévoyons un bon repas au milieu. Ça, faut le gagner, en fait. L'idée est de faire les 80 km pour gagner le repas, quand même. Richard, tu as une petite anecdote ? Disons que sur le département de la Haute-Garonne, parce que quand même on est un comité départemental, on est 44 clubs, donc je l'ai dit tout à l'heure, et on est répartis vraiment sur toute la longueur du département, ce qui fait que vous pouvez très bien avoir des organisations tout autour de Toulouse, comme sur le Comminges, comme carrément, vous pouvez très bien avoir une sortie où vous avez le port de Balès ou le col des Arts, tout un tas de cols qui sont mythiques pour le Tour de France. Et ceux-là, on les monte, je dirais, à notre manière, non pas à fond, mais on les monte. Voilà. Alors, tu m'as dit juste hors antenne, tu me disais qu'il y avait une information en ce moment importante. Il y a une démarche qui a été faite là dans le nord de la France. Disons, c'est pas une démarche, c'est une organisation qui a lieu tous les 4 ans, qui s'appelle le Paris-Brest-Paris, qui a démarré hier matin. Et donc le principe, c'est de faire les 1200 km aller-retour en, je ne sais plus si c'est 5 jours ou 6 jours. Pour arriver à faire un Paris-Brest-Paris qui fait 1200 km, tous les participants ont dû passer des brevets de 200, 400, 600 et même 1000 km pour certains qui voulaient le faire. Et voilà, et donc vous avez 6500 participants de mémoire cette année qui viennent de tous les pays du monde. C'est ce que je voulais entendre au niveau de parce que ma question n'était pas anodine tout à l'heure par rapport à cette sécurité-là. On ne se lance pas quand même dans ces randonnées sans avoir un minimum. Donc là, c'est un peu plus important, quoi. Oui, là, c'est quand même, je dirais, là, c'est le maximum de ce qu'organise notre fédération, sachant qu'on organise aussi chaque année une semaine fédérale qui réunit à peu près entre 12 et 13 000 cyclistes au même endroit. Bravo. Écoutez, merci en tout cas à tous les deux pour cet éclairage sur le cyclotourisme en général et particulièrement en Haute-Garonne. Bonne continuation pour le développement de la discipline. Bonne randonnée, le 27, 27e édition. Et vous êtes bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Avec plus de renseignements, donc le site haute-garonne.ffvelo.fr.
Voilà, et bien donc si vous voulez plein d'informations, rendez-vous sur ce site. Merci à tous les deux d'être venus dans l'émission et à bientôt. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et oui, maintenant c'est le moment de faire le quiz. Alors je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit. Il y a 3 questions athlétisme pour le cyclotourisme et 3 questions sur le cyclotourisme pour ceux qui sont venus en athlétisme. À chaque fois, je vais vous poser une question. Vous avez 3 possibilités de réponse. On va débuter du coup avec l'athlétisme pour le cyclotourisme. Première question, combien doit-on effectuer d'épreuves dans le décathlon ? 5, 10 ou 3 ? 10. C'est une bonne réponse. Deuxième question, en quelle année Usain Bolt a-t-il réalisé le record du monde du 100 mètres en 9 secondes 58 ? 2008, 2009 ou 2011 ? 2008. C'était, si je ne me trompe pas, en 2009 lors des championnats du monde d'athlétisme de Berlin, en Allemagne. Et troisième question, en quelle année eut lieu la première édition des championnats du monde d'athlétisme ? 1981, 1983 ou 1985 ? 1981. Et non, la première édition des championnats du monde d'athlétisme ont eu lieu en 1983. Allez, du coup, on va passer, il y a 1 sur 3, on va passer aux questions cyclotourisme pour l'athlétisme. Première question, en cyclotourisme, que signifie le terme gravel ? Gravier, gravir ou graduer ? Gravier. C'est une bonne réponse. Deuxième question. On en a parlé plus tôt dans l'émission. Que signifie la BBB ? Brax Boucle Bouconne, Boucle Brax Blagnac ou Boucle Brax Bouconne ? La 3e. Bien joué. Et dernière question. Qu'est-ce que la boucle Brax Bouconne ? Une course sur piste, une course sur route ou une randonnée VTT ? Une randonnée VTT. Bien joué. Bon, athlétisme, vous avez largement gagné ce quiz, mais on va quand même faire la question sur les Jeux Olympiques. C'est maintenant qu'apparaît la petite sonnette. Je vais vous poser une question sur les Jeux Olympiques. C'est une question de rapidité, vous n'avez pas de réponse possible. Dès qu'il y en a un de vous 4 qui a la réponse, vous tapez sur la sonnette et vous donnez la réponse au micro. Quelle est l'année où la France a été numéro 1 au classement général des Jeux Olympiques ? 1904 ? Ah, presque. 1900. Ouais, 1900. C'est la seule fois où la France est arrivée numéro 1 au classement général des Jeux Olympiques. À la décharge de nos amis du cyclotourisme, ils ont annoncé la couleur, ils ne font pas de compétition, donc c'est logique. C'est la fin de ce quiz, victoire de l'athlétisme. Bravo à toute l'équipe et merci encore de votre venue. Et si on parlait de sport, fin du match. Ouais, fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Mais en premier lieu, nous avons un événement à vous annoncer, l'événement incontournable du football féminin, la Amos Women French Cup, qui se disputera cette année du 28 et 31 août 2023 au stade Michel Bendichou à Colomiers. Les grandes joueuses du monde se sont donné rendez-vous à Amos WC à peine 10 jours après la finale de la Coupe du Monde. On vous encourage à y aller et l'émission « Et si on parlait de sport » va mettre en jeu quelques places pour ce grand rendez-vous et nous annoncerons ce jeu concours dans les réseaux sociaux à partir de mercredi. Bonjour Adrien Naug, directeur de la communication du tournoi qui s'appelle Women's French Cup 2023. Bonjour Adrien. Bonjour Laurent. Voilà, donc je suis très content de t'avoir dans l'émission Et si on parlait de sport, mais toi tu vas nous parler de ce tournoi qui arrive juste après cette fameuse Coupe du Monde où on a tous vraiment rêvé à travers ces belles compétitions et vous allez accueillir là prochainement, dans une semaine, 4 grands clubs. Dites-moi un peu plus de choses sur ce tournoi qui nous intéresse fortement. Eh ben oui, c'est ça exactement. Et donc comme tu le dis, on est à J-7 de la Amos WFC, donc ça y est, ça se précise largement. Et effectivement, donc dans la continuité de la Coupe du Monde et pour la 6e édition, on organise la Amos Women's French Cup, voilà, qui est devenu un tournoi international de football féminin incontournable en fait du calendrier du football féminin.
Et l'idée, c'est de proposer en fait un tournoi de pré-saison aux meilleurs clubs européens pour venir préparer les campagnes européennes et les championnats domestiques de ces différents clubs en fin d'été à Colomiers ou à Toulouse. Voilà. Alors justement, là, on va tout de suite, la question qu'on a envie de poser, c'est qui va venir? Quels sont les clubs que vous recevez? Alors, on a 4 pays représentés cette année. On a l'Atlético de Madrid avec un club qui a gagné la Copa de la Reina cette année, l'AC Milan qui a fini 3e de son championnat, Liverpool qui est un grand nom historique du football féminin et le Paris Saint-Germain pour la France. Voilà. Donc des grands clubs européens qui jouent aussi plus ou moins régulièrement la Ligue des champions féminines. Voilà, c'est l'idée. Donc cette année, on a le Paris Saint-Germain qui est le représentant, le club qui va jouer la Ligue des champions. L'AC Milan a failli jouer la Ligue des champions, mais en tout cas, effectivement, l'idée c'est que c'est des gros clubs, des grands noms d'Europe qui viennent préparer leur saison. Voilà, pour ce tournoi qui est vraiment fait pour eux et fait pour ces clubs-là en fait, pour les mettre sur les rails sur une saison nationale ou européenne. Alors, comment ça se déroule concrètement si on a envie de venir voir ce grand tournoi? Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de venir le voir. Après ce qu'on a vu à travers la télévision en Australie là-bas, on se dit, voilà, pourquoi pas aller voir à côté de chez nous des filles évoluer à haut niveau dans le football. Alors, comment ça se passe, Adrien? Alors effectivement, et sans divulguer trop d'informations, on va recevoir des filles, des internationales de plusieurs nationalités qui étaient à la Coupe du Monde. Donc on pourra retrouver certaines filles qu'on a vues en Nouvelle-Zélande et en Australie au stade Michel Bendichou. Donc on est à J-7, donc première journée de sport et de foot féminin à Colomiers le lundi 28 à partir de 18h pour les demi-finales. Donc c'est un format de 2 matchs par jour. On a les demi-finales le lundi et les petites finales et la finale le jeudi. Donc le premier match le lundi à 18h entre l'Atlético de Madrid et le Milan AC, et ensuite à 21h on aura le PSG qui affrontera Liverpool pour la deuxième demi-finale. Les vainqueurs des demi-finales s'affrontent en finale le jeudi à 21h, et on a la petite finale le jeudi à 18h entre les deux équipes qui ont perdu leur demi-finale le lundi. Alors, comment on fait concrètement si on veut des places? On se trouve ça sur le site, on vient sur place. Comment ça se passe pour les gens qui ont envie de se déplacer? Alors, il y a une billetterie en ligne, effectivement, sur le site donc amoswomenfrenchclub.com. Il y a un onglet billetterie avec différents tarifs accessibles à tous. Et ensuite, on peut prendre toutes les informations en fait nécessaires et en temps réel du tournoi sur nos réseaux sociaux. Donc globalement, on va nous retrouver sur Amos Women's French Cup. Voilà, on est très actif sur le réseau social Instagram ces jours-ci. Donc il y a toutes les informations, le programme final, les affiches de match, les horaires, le détail des animations aussi. Voilà. Je suis pas bien pris. Alors comment je fais si je veux y aller quand même en dernier moment? Vous nous acceptez quand même? On peut taper une porte? Il y a la possibilité de prendre des billets sur place? Alors tout à fait, il y a un guichet. Il y a un guichet sur place. On aura des bureaux de vente avec des gens qui vous proposeront en fait les mêmes tarifs qu'en ligne. Donc il y aura pas de souci jusqu'au jour de match. Même après le coup d'envoi du premier match en fait le lundi, la billetterie restera ouverte pour le deuxième match en fait. Alors j'ai vu aussi que vous proposiez plein d'animations. C'est quoi exactement en plus de l'événement bien évidemment, mais il y a aussi des animations pour accueillir les personnes qui viennent vous voir? Alors effectivement, on a un village, comme tout événement un peu festif et d'envergure, on a un village avec des animations food truck, des expositions d'artistes locaux. On a une association aussi qui œuvre pour le développement de la pratique du sport féminin. On a un jeu aussi autour du tri des déchets. On a évidemment 2 grandes buvettes qui seront disponibles aussi pour le grand public. On a Midika cette année qui nous a aidé à mettre en place une zone de détente, et on va avoir aussi une kids zone, donc un espace en fait dédié aux enfants, voilà, pour qu'ils puissent se divertir aussi pendant le tournoi. Tout pour faire la fête donc en famille et venir se balader avec ce superbe temps. En fait, c'est en soirée, donc il fera beaucoup moins chaud. Donc on va encourager tout le monde à venir voir ce tournoi. Nous-mêmes, dans l'émission Ici on parlait de sport, on va mettre en jeu 6 places pour accéder à cette compétition. Donc ce jeu qui
démarrera à partir de mercredi prochain. Merci beaucoup Adrien pour cette intervention et cette précision. On vous souhaite plein de belles choses pour ce tournoi, une belle compétition et au plaisir effectivement de voir ces jeunes femmes évoluer et nous montrer de très belles choses comme on l'a vu récemment à très haut niveau en Nouvelle-Zélande et en Australie. En tout cas, merci et bon courage pour l'organisation, Adrien. Merci beaucoup. Et en ce qui concerne l'agenda sportif de la semaine, jusqu'au 3 septembre, vous pouvez encore suivre l'Euro féminin de volley qui se déroule dans 4 pays différents, en Belgique, Allemagne, Italie et Estonie. Jusqu'au 27 août ont lieu les championnats du monde d'athlétisme à Budapest. À partir du 25 août, il y a la Coupe du monde masculine de basket en Indonésie, au Japon et aux Philippines. En cyclisme, du 27 août au 17 septembre se déroulera la Vuelta, c'est-à-dire le Tour d'Espagne. Ensuite, du 28 août et jusqu'au 10 septembre, vous pourrez visionner du tennis avec l'US Open à Flushing Meadows. Du 28 août au 16 septembre a lieu l'Euro masculin de volley en Italie, Macédoine du Nord, Bulgarie et en Israël. En rugby, 2 affiches à suivre. En top 14, il y a la deuxième journée de championnat dimanche 27 août où le stade toulousain va recevoir Montpellier. Et la deuxième affiche, il s'agit du dernier match de préparation à la Coupe du Monde. Le 15 de France va affronter l'Australie dimanche prochain au Stade de France. En Ligue 1, en football, le 27 août, le TFC se déplace à Strasbourg. Et enfin, toujours dimanche, vous pourrez regarder la Formule 1 avec le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Et le programme de la semaine prochaine, nous accueillerons Olivier Cordier, président du comité de coordination des sportifs sourds de France, qui nous parlera des Deaflympics, compétition pour les athlètes porteurs de handicap auditif. La deuxième mi-temps, avis aux randonneurs. En ces temps de vacances, nous irons à la découverte de la randonnée pédestre et les différentes pratiques. Qui n'a pas déjà emprunté un GR ou un sentier grande randonnée pour les non-initiés? On vous en dit plus la semaine prochaine. Merci à Daniel Rousseau, Kyrian Vallée, Richard Salle, Serge Pérussel et à notre chroniqueur du jour Yannick Morel pour votre participation. Merci à tous les internautes de nous suivre et nous espérons que cette nouvelle émission de sport vous aura plu. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour son aide précieuse pour la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 10e édition, Marin, et à Sébastien, notre partenaire informatique Samper Connect, pour ses conseils avisés. Merci Laurent. Merci Pauline. On se retrouve la semaine prochaine avec notre chroniqueuse Audrey qui reviendra de vacances pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.